Bonjour chers journalistes, bonjour tous ceux qui nous suivent partout au monde. Nous vous retrouvons ce matin très intéressant puisqu'il y a beaucoup d'actualités en République démocratique du Congo. Nous voulons tout d'abord parler de la non-sortie du gouvernement. Qu'est-ce qui empêche ça? Voilà, c'est une question à laquelle on est revenu la fois dernière parce que nous devrions nous comparer par rapport aux autres démocraties. Nous disons que nous sommes la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Et ce n'est pas, nous ne sommes pas une particularité au monde entier. Beaucoup de pays ont embrassé cette voie de la démocratie et ces pays doivent nous servir de repères pour essayer d'établir une comparaison et nous dire est-ce que nous avançons ou nous n'avançons pas. Nous avons eu des élections le 20 décembre. Aujourd'hui, nous sommes, je pense, le 15 avril. Donc, nous sommes en train d'approcher 4 ou 5 mois depuis que les élections se sont réalisées dans notre pays. Le président il a prêté serment, les députés ils ont été validés. Et à dépit de tout ce que nous traversons comme situation économique, situation sociale, situation sécuritaire très précaire, on est toujours désolé de constater que le gouvernement n'est pas toujours là. Pourtant, le Sénégal, une démocratie aussi, qui a eu les élections, je pense en mars, c'était le 29 mars. Une semaine après, tout était déjà en marche, le gouvernement était déjà là, le président venait de prêter serment, les députés étaient déjà validés. Et tout a commencé à marcher jusqu'à aujourd'hui. Chez nous, alors que nous avons beaucoup de problèmes, ça ne marche pas. Je pense que la grande différence, c'est que entre notre pays et le Sénégal, c'est que chez les autres, on prend le pouvoir avec pleine conscience. On sait qu'est-ce que ça signifie. On a déjà un programme. Et avoir un programme, ça veut dire on a déjà établi les priorités pour le peuple. Mais non, lorsqu'on est élu, on a déjà tout prévu, on a déjà tout planifié, on a déjà même un calendrier de tout ce qu'on aura comme réalisation. On a même déjà les hommes qui vont assumer ces responsabilités pour que ces réalisations puissent avoir lieu. Contrairement chez nous, les gens ils sont élus, c'est maintenant le jour qu'ils prennent le pouvoir, qu'ils commencent maintenant à apprendre comment les choses se passent. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que toute la période de la campagne, il n'était que dans les inchires, il n'était que dans des motivations inutiles, il était complètement déplacé de tout ce que le pays a comme problème. Il ne sait même pas avec qui il va travailler. Et quand il prend le pouvoir, c'est là qu'il va commencer à réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le peuple? Je vais travailler avec qui? Et vous savez comment ça se passe chez nous. On a des politiciens, je ne sais pas comment on peut même les appeler, qui n'ont rien à voir de la volonté de changer les choses. Qui n'ont rien à voir de la volonté de changer le pays. Ils sont juste là pour le poste, ils sont juste là pour l'argent. Et ça se constate même dans ce qui pourrait être la deuxième question d'actualité, c'est l'endettement du pays. Parce que tout est géré autour de la COP. Et le peuple est complètement abandonné. L'évêque était déjà revenu sur ça, le cardinal Ambongo, où il essaie de démontrer que nous sommes dans un état où l'élite politique se moque complètement de la population et ils sont juste là pour s'enrichir. Et vous allez apprendre que dans une communauté ou dans un pays où le salaire moyen il est autour de 70 $, les représentants du peuple ont plus de 30 000 $. Les ministres, on ne connaît même pas. Le président lui-même, on ne connaît même pas. Et ça, c'est l'argent qui est déjà dans le trésor public. Il a également indiqué que, avant même que l'argent n'atteigne le trésor public, selon même d'autres recherches, est-il que plus de 80% de cet argent est déjà consommé. Quand il entre dans le trésor public, quand il est en train de quitter le trésor public pour aller financer les activités de l'État, encore plus de 80% de ces fonds-là sont encore détournés par la classe politique. Et donc c'est une classe politique qui tue la nation, c'est une classe politique qui est en train d'enterrer le pays davantage. Alors qu'on pensait qu'après les élections, les choses changeraient, malheureusement nous sommes entrés du mal au pire. Et 5 mois après, c'est environ 7 ou 8% de la période du mandat qui sont en train d'être écoulés comme ça, et inutilement, tout simplement parce que les gens doivent se convenir comment nous allons manger cet éléphant. Et le peuple, la guerre elle est là, il y a le problème de l'économie, il y a le problème du social, on s'en moque complètement. Et j'ai même peur que ceux qui ont échoué la fois passée reviennent encore. Ça revient encore à ce qui s'est passé au Sénégal, vous voyez, c'est l'opposition qui a pris le pouvoir. Et c'était le changement total. Parce que ceux qui ont lutté dans l'opposition savaient où est-ce que nous voulons amener le pays.
Et justement, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont essayé d'écarter tout le monde. Parce qu'on suppose que c'est une classe qui a déjà échoué. C'est une classe qui a fait assez que nous puissions lutter pour qu'il y ait changement. Donc on ne veut plus continuer avec cette classe qui a échoué. Il faut les mettre hors d'état de nuire. Mais chez nous, on change seulement des portefeuilles. On change seulement plutôt des ministères. On était à la défense, on va à finance, on était à finance. On va ici à ici, on était à ici, on va ici à recherche, et ainsi de suite. Mais c'est la même classe politique. Et beaucoup d'individus qui ont échoué avec le régime Kabila, ce sont les mêmes individus qui ont été reconduits et qui sont encore en train d'échouer davantage. Ceux qui savent déjà que la politique, c'est s'enrichir, c'est se moquer complètement du peuple, ce sont les mêmes individus qu'on est en train de reconduire. Parce que ça ne se passe pas, par exemple, nous avons des ministères qui devraient nous aider à collaborer avec les autres nations pour que nous puissions mettre hors d'état de nous tout ce qui nous menace ici. C'est-à-dire la diplomatie et tout le reste. Mais malheureusement, rien n'a marché dans ce sens. Et le président lui-même est en train de se dire, nous avons un problème de la diplomatie. Et pourtant, beaucoup d'argent de la nation est en train d'être gaspillé dans cette diplomatie. Lui-même, ce voyage, nous apprenons qu'il y avait des voyages qui coûtaient même 5 millions de dollars. Et 5 millions de dollars, c'est tout un projet d'agriculture qui peut nourrir la ville de Butembo. Et quelqu'un, il va les gaspiller pendant une seule semaine à l'étranger. Elle vient nous dire notre diplomatie n'a pas marché. La deuxième question, c'est la question autour de l'endettement du pays. Il faut d'abord préciser que le pays dans son fonctionnement, il a trois façons de financer ses activités. C'est-à-dire l'État a généralement trois façons de financer ses activités. La première façon, ce sont les impôts. Les impôts qui sont tirés sur la population. Les impôts sur les résultats, les impôts sur les salaires, et les taxes diverses, parce que nous avons beaucoup de catégories de taxes. Également, les histoires de douane, et tous ces éléments-là constituent la première ressource de l'État. Maintenant, à un moment, il y a des économistes qui démontrent que quand vous percevez par exemple chez les commerçants, il faut percevoir de la façon qui va les permettre d'avancer. Parce que si vous percevez beaucoup, vous risquerez même de percevoir le montant de son capital. Et maintenant, au lieu que son capital augmente, il ira à baisse. Parce que tout simplement, l'État est en train de lui prendre, de lui soutirer beaucoup, puisque c'est qu'il gagne. Maintenant, il faut modérer la perception des impôts aux habitants, de façon que cette perception ne puisse pas leur causer des torts et alourdir leurs activités. Deuxième façon de l'État de se financer, c'est le recours à la planche à billets. Le recours à la planche à billets, ça veut dire quoi? Nous allons frapper notre monnaie. Nous allons fabriquer une monnaie. L'État dit nous voulons faire tel projet, mais on n'en veut pas de faux. Nous allons fabriquer ça à la banque centrale. Maintenant, ce canal de financement de l'État a aussi un problème dans le sens où quand vous fabriquez plus de monnaie, il y a une grosse masse de monnaie en circulation, ce qui va détruire la valeur de la monnaie. Parce que la monnaie parmi les grandes qualités de la monnaie, c'est aussi, il faut que la monnaie ait une certaine façon et une certaine rareté. Ça ne soit pas facile à trouver. Parce que si c'est facile, ça n'a plus de valeur. C'est cette rareté de la monnaie qui lui confère la valeur. Maintenant, quand la monnaie elle est abondante en circulation, quand l'État recourt plus à la fabrication de la monnaie, eh bien, ça crée une forte masse de monnaie en circulation, ce qui crée l'abondance de la monnaie et crée la perte de la valeur de la monnaie. Nous en avons assisté parce que depuis le début du régime, le régime a beaucoup recouru à la fabrication de la monnaie. Et ce que nous sommes en train d'assister, il y a une perte de la valeur du franc congolais face au dollar. Tout simplement parce qu'il y avait déjà beaucoup de francs en circulation par rapport au dollar que nous avions. La troisième façon maintenant, c'est l'emprunt. Parce que si ça ne marche pas aux côtés des impôts, ça ne vous suffit pas. Ça ne vous suffit pas également aux côtés de la planche à billets. Maintenant, vous pouvez aller chercher des partenaires extérieurs. Vous allez vous emprunter chez les banques internationales ou peut-être chez d'autres pays dans le cadre bilatéral. Notre Congo, par exemple, va aller emprunter chez les Japonais ou chez les Russes. Comme beaucoup de gens sont en train de les réclamer qu'il faut que nous fassions des pactes avec la Russie. Ces pactes-là se tournera autour des emprunts parce que tout ce que la Russie va nous fournir, Russie ne va pas nous le fournir gratuitement. Ça sera à contrepartie de quelque chose que nous devons payer dans l'avenir. Maintenant, celui qui vous donne son argent, il a peur de deux choses. La première chose, c'est qu'il sacrifie la consommation de son argent aujourd'hui. Je ne vais pas consommer mon argent aujourd'hui, je vous le donne, et bien je vais le consommer le jour que vous allez me le remettre. Maintenant, ce sacrifice qu'il consent pour te donner son argent
vous devez les payer à travers ce qu'on appelle les intérêts. Deuxième chose, il met son argent à risque, puisqu'il ne sait pas si l'argent qu'il vous donne, vous saurez le remettre. Maintenant, pour réduire ces risques, qu'est-ce qu'il va faire lui? Faites-moi une garantie. Donc, entre individus, je peux te donner mon argent, je me dis, tu laisses ta moto chez moi, le jour que tu viendras me payer, je vais te rembourser. Maintenant, dans le cadre d'une nation, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut donner en gage, ou bien qu'est-ce qu'on peut donner en garantie à une autre nation ou à une institution internationale. Maintenant, la garantie, c'est aller investir cet argent dans une activité qui va vous permettre de les rembourser. C'est-à-dire pour l'État, l'État doit aller investir dans des activités qui vont permettre la croissance des activités économiques. Ça peut être des activités de construction de routes, c'est-à-dire vous modernisez les routes pour diminuer le prix du transport. Vous amenez le courant pour diminuer le prix de production. Vous pouvez aussi investir dans des recherches, vous subventionnez les entreprises pour les booster à agrandir leurs activités, puisque agrandir leurs activités veut dire que vous allez avoir la chance de percevoir plus d'impôts sur les résultats qu'ils vont réaliser. Et voilà la condition qu'on a toujours donnée. Maintenant, dans le cadre de notre pays, malheureusement, au lieu que cet argent soit orienté dans ces activités-là, il est carrément consommé. Je vous donne un exemple. C'est la route Bukavu-Goma. Elle a été financée depuis 2021 par la Banque africaine de développement. Mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2024, nous sommes en train d'évoluer vers 2025-2026. L'argent a déjà été décaissé par la Banque africaine de développement et jusqu'aujourd'hui, rien n'a marché. On ne sait même pas s'il y a les traces que cette route aura lieu un jour. L'argent a été bousillé à Kinshasa. Et beaucoup d'autres projets d'agriculture, beaucoup d'autres projets de développement, la Banque centrale, disons la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, le FMI et d'autres partenaires sont toujours en train de financer le gouvernement, mais l'argent est dilapidé. Les dilapidé, comme je l'avais déjà souligné, c'est à travers les institutions, à travers le voyage, à travers la corruption, à travers la méthode de gestion du pays qui se tourne autour de la COP. Parce que nous devons aller coopérer. Et on n'a jamais appris un seul jour que est détourné au Congo a détourné moins de millions. Il nous tourne toujours des millions. Je suis en train de suivre l'actualité dans un pays de l'Amérique centrale. Comment on appelle ça? C'est au Pérou. La présidente, elle a été poursuivie par la justice, tout simplement parce qu'on l'a trouvée avec les bijoux de 50 000 $, avec des montres. Le peuple se révolte, dit non, ce truc que vous possédez, je dis bien 50 000 $. Elle a été poursuivie. Ce sont des manifestations partout au pays parce que tout simplement, on suppose que la présidente elle a détourné 50 000 $, s'il vous plaît. Chez nous, le président ne connaît même pas s'il a quel salaire. Et pourtant, tout est déjà bien budgétisé. Et quand quelqu'un pour qui le salaire est déjà budgétisé, il vous dit je ne connais pas mon salaire, c'est déjà la présomption de la corruption. Et donc, le problème, ça devient quoi? Ça devient, ils volent l'argent d'abord du contribuable. C'est-à-dire, c'est que les pauvres Congolais sont des contribuables à travers les impôts et les taxes, ils détournent. Ça ne leur suffit pas. Ils vont à la banque centrale, ils fabriquent la monnaie, ils détournent. Ça ne leur suffit pas non plus. Ils quittent là-bas, ils vont chez les partenaires étrangers, c'est-à-dire la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le FMI et d'autres institutions financières internationales. Là aussi, ils détournent. Alors, c'est un pays de détourneurs seulement, malheureusement à qui on a confié la gestion. Et ça se constate même dans la vie. Au lieu qu'ils financent même les activités économiques, nous sommes en train d'apprendre que toute l'économie du Congo est quasiment entre les mains des étrangers. Parce que ce sont les étrangers qui dictent tout. Et vous pouvez même le constater ici localement, en faisant le tour de boutiques. Sur 10 articles que vous allez constater dans des boutiques, c'est peut-être par chance que vous allez trouver un seul article qui a été fabriqué au Congo. Allez dans des magasins à ville, partout circuler, vous allez constater que tout ce que nous consommons, c'est étranger, complètement étranger. C'est la même chose à Kinshasa, c'est la même chose à Lubumbashi, et peu partout. Même nos mines, ils les confient aux étrangers. Donc ça ne leur suffit même pas de manger et l'argent du contribuable, et l'argent de la fabriquer, et l'argent que nous percevons à travers les emprunts.
Ils font même des pactes avec les particuliers, les Chinois et tous les restes, ils leur donnent des mines. Et là aussi, ils mangent. Mon Dieu, nous avons quel type de dirigeants? Et dans l'entretemps, on abandonne la guerre, on abandonne l'économie, on est tout simplement là, on veut qu'on soit loué, on veut qu'on soit applaudi. Je dis, le pays, il est complètement à danger. Et le peuple doit prendre conscience. Parce qu'on a toujours dit, une erreur politique peut tuer toute une nation. Si un vaccin, il peut tuer seulement les gens qui vont apprendre, l'erreur politique, il peut tuer toute une nation. Et notre pays, comme lui-même l'avait déjà dit, il est décédé. Maintenant, au lieu qu'il les ressuscite, il est en train de les tuer davantage. Dans tous les sens, dans tous les niveaux. L'argent, il est volé. L'argent de contribuable volé. On fabrique la monnaie. On détruit l'économie davantage. Ils volent l'argent. Et même, en allant un peu très loin, parce qu'ils ont dit que cet argent qu'ils trouvent dans les institutions internationales, ils financent l'éducation. Vous-même, vous êtes enseignant. Et vous suivez la vie que les enseignants sont en train de traverser, garantir la bonne qualité de l'enseignement. Parce que nous sommes dans un pays où l'enseignant a un salaire qui ne sait même pas tenir pendant une semaine. Non, ne sachant pas tenir avec ce salaire pendant une semaine, eh bien, il va produire la qualité de l'éducation, disons, qui a une relation ou qui a corrélation avec ce qu'il a comme salaire. Parce que vous ne pouvez pas me donner un salaire, même si je suis patriote. Vous ne pouvez pas me donner un salaire de 2 jours et dire que je dois travailler pendant 30 jours. Je suis humain, tous on est des humains, on ne peut pas faire le miracle. Donc, je veux produire la qualité du travail qui correspond à ce que j'ai comme rémunération. Et là, dans ce sens, non seulement il a tué l'économie, il est aussi en train de tuer l'éducation. On l'a toujours dit, si vous voulez détruire un peuple, il faut d'abord détruire son modèle éducatif. Donc, ils volent l'argent, ils détruisent le modèle éducatif, ils détruisent l'économie, et quasiment ils sont en train de tout détruire. Et le pays, il est à berne. Et moi et vous, on ne sait même pas si le pays, il est où. Vous voyez, vous avez vu, il y a même un moment, on a manqué si le président, il était où. Ce qui ne peut jamais se passer dans d'autres pays. Ce qui ne peut jamais se passer dans des nations qui se respectent. À un moment, on ne sait pas, le président, il est où. Or, on a toujours dit, ils ont le devoir de redevabilité. Redevabilité, ça veut dire quoi? Ils doivent nous rendre compte de ce qu'ils sont en train de faire. Pour nous, parce qu'il le faut pour nous. C'est aussi ça la démocratie. Et j'en appelle à la conscience collective congolaise. La démocratie, comme je l'ai toujours dit, ne nous donne pas seulement le droit de voter. La démocratie, c'est aussi un devoir. Un devoir sacré qui nous demande de tirer le pouvoir des mains des individus à qui on l'a confié, mais qui n'ont pas conscience de ce pouvoir-là. Puisque si nous ne le faisons pas, et il y a déjà ce devoir démocratique, nous allons à payer cher. Et si tout ce que nous traversons ne réveille pas notre conscience, c'est que déjà nous sommes candidats à la perte totale. Le M23, les ADF, le chômage, la pauvreté, la misère, je vous dis aussi, nous sommes parmi les pays les plus pauvres au monde. Et donc, si tous ces éléments ne veulent pas notre conscience, comme l'autre me disait, quel sera encore le seuil de tolérance de Congolais? Pour que, à plus de ce que nous subissons déjà, nous puissions avoir pire que ça pour que nous puissions prendre conscience. Quel est notre seuil de tolérance? Ça ne marche pas à tous les niveaux. L'argent il est volé, le pays il est abandonné, et les gars ils sont complètement déplacés. Ils sont juste là en train de se convenir. Toi tu vas manger combien, toi tu vas manger combien, toi tu vas trouver quoi, toi tu vas occuper quoi. Malheureusement, c'est ça le pays.